On a 800 arrivants par jour au Québec, principalement, et on va avoir besoin d'endroits pour les loger. Comment vois-tu la construction? C'est un bâtiment, un gros bâtiment par jour. On peut imaginer qu'à Montréal, on ne construit pas un bâtiment par jour présentement. Bonjour à tous et à toutes, Fanny Roseboom de PMML. Je vous présente aujourd'hui Marc Cormier. Marc va se présenter. Je vais faire un petit préambule avec qui es-tu. C'est une personne avant tout qui connaît tout le monde. C'est un peu Monsieur Montréal, dans un sens. Quand même. Bonjour Marc. Allô, salut Fanny. Bienvenue. Oui, merci de l'invitation. Parle-moi un peu de toi. Apparemment que tu viens de famille d'entrepreneurs. Oui, exactement. Mon père a commencé très jeune dans la construction, a eu sa compagnie quand j'étais au berceau. Et puis, à l'âge de 4 ans, on construisait, puis j'étais dans un coin, on ne me posait pas de questions. Il me remarque, tu sais, y a-tu rempli un 2x4 de clous? Fait que je m'amusais tranquille à cogner sur des clous. Puis il m'encourageait beaucoup à aller à l'école, donc en urbanisme particulièrement, parce qu'il me voyait jouer sur la table de billard au sous-sol à faire des villes, de Lego, de peu importe. Et ça, à 4 ans, là? Dès 4 ans? 7-8 ans. 7-8 ans, déjà? 7-8 ans. Puis après ça, à 10-12 ans, ça a été les trains miniatures. Puis voilà, ça a été ma jeunesse. Alors, tu as étudié, entre autres, en urbanisme. Exactement. Après ça, j'ai travaillé aussi avec mon père. J'ai fait plusieurs stages. Puis j'ai eu la chance d'aller travailler au Cameroun puis au Sénégal sur des projets, un civil et l'autre, c'est une étude. J'ai fait un mémoire sur la corruption dans les offres de services en construction. Puis j'ai comparé Dakar et Montréal. Intéressant. Puis, au fil de ces expériences-là, là, toi, je sais que tu as un cheminement assez extraordinaire, tu as un CV très long, puis tu es une personne, on parlait tantôt de ton 2x4 avec tes clous tout en ligne, tu es une personne extrêmement organisée, puis je vois ton cerveau, là, tu as plein d'idées, puis tout ça. Puis là, en ce moment, j'ai vu que tu as créé comme un projet. Toi, ton rêve, c'est pas un rêve, je pense que tu vas le réaliser un jour, là, toi, tu as un bâtiment en tête, là, ultime, là. Exactement, c'est ça. J'ai appelé ça le think tank du meilleur immeuble. Donc, j'invite à chaque semaine ou deux, je fais soit un petit événement ou une rencontre one-on-one, comme aujourd'hui. Tu es ma rencontre one-on-one. Où est-ce que je discute, puis j'essaie de comprendre qu'est-ce que l'autre vit dans la construction, dans l'immobilier, et puis qu'est-ce qu'il peut apporter aussi, qu'est-ce qu'il voit qui s'en vient, puis je prends des notes. J'ai créé un Teams avec toutes les rencontres que j'ai fait, puis donner un exemple. On a ici un exemple justement d'études que j'aurais jamais eu accès parce qu'un architecte qui avait un ami au Japon, puis il m'a partagé cette technique-ci de gestion d'immeubles qu'on parlera tantôt. Et puis c'est ça, présentement, mais je m'occupe d'un portefeuille de grandes propriétés industrielles à Montréal. J'adore ça. On a un beau défi présentement, puis on pourra en parler un peu après là, de ce qui s'en vient selon moi dans l'industriel. Si tu es d'accord, on va parler un petit peu aussi de densité, de développement urbain. Dans les prochaines années, là, j'ai lu hier là, dans le Devoir qu'on a 800 arrivants par jour au Québec, principalement, et on va avoir besoin d'endroits pour les loger. Comment vois-tu le futur? Comment vois-tu la construction? Il y a tellement d'éléments là, qui s'en viennent, puis la construction, on a besoin d'unité. C'est quoi je ne demande pas la solution, parce que les gouvernements travaillent là-dessus, il n'y a personne qui a la solution exacte, mais c'est quoi tes inspirations par rapport à ça, tes pensées? Comme tu disais, 800, c'est un bâtiment, un gros bâtiment par jour. On peut imaginer qu'à Montréal, on ne construit pas un bâtiment par jour présentement. Donc, les gens s'entassent, les gens doivent être près de leur communauté. Ça, souvent, on va l'oublier, on va construire dans des périphéries parce que, justement, on ne veut peut-être pas démolir ou réorganiser un secteur, comme on a fait, par exemple, avec Griffintown. Bien, c'est difficile de le faire ailleurs parce que les gens habitent à ce moment-là. On a beaucoup de réticence. À démolir comme on a fait dans le quartier Amlas pour Radio-Canada, ça se verra probablement plus pour densifier le secteur. Donc, quand on a des métros, des trains comme le REM, on doit avoir des TOD, des choses comme ça. Puis présentement, on sent que c'est difficile au niveau des gouvernements, de la municipalité, de permettre ça, tout en respectant les premiers kilomètres autour de gens qui vont s'obstiner, qui vont être fâchés parce qu'il y a une tour qui s'en vient à côté de sa maison unifamiliale. Tout à fait. Juste peut-être pour expliquer à les gens qui ne sont pas en urbanisme comme toi et moi, qu'est-ce que le TOD? Transit Oriented Development, donc de densifier avec multi-usages, donc d'avoir des commerces à pied, des transports à pied, des écoles, des services, tout dans un radius de 10-15 minutes et du transport en commun, bien sûr, et tout, puis d'avoir des tours de haute densité.
tout ça, là, ça va se faire. On est allé l'année dernière, il y a plein. En Europe, ça fait longtemps qu'on en parle, mais au Québec, ça commence tranquillement, les ESG. As-tu envie de m'en parler un petit peu? Ah ben oui, certainement. Les ESG, c'est d'intégrer toutes les parties prenantes dans un projet. Que ce soit l'environnement, que ce soit le social, que ce soit l'acceptabilité, l'acceptabilité des voisins, mais aussi de travailler pour faire de quoi qui sort du normal. C'est pas facile de sortir du normal dans un cadre nord-américain avec beaucoup de règles qui ont été établies depuis des années, puis que maintenant, ils sont peut-être certaines obsolètes. Absolument. Ça c'est une grande question, là, mais des suggestions, des idées pour les villes, pour que les permis soient émis plus rapidement, pour que le fonctionnement fonctionne. On n'aura pas le choix dans les prochaines années. On a besoin d'unité. On ne veut pas faire n'importe quoi. C'est d'avoir des équipes qui sont là dès le départ, que ce soit juste un technicien en urbanisme qui est disponible pour les développeurs, de se rendre dans leur bureau, que c'est pas compliqué, puis que les technicien va aller voir vraiment dès le départ c'est quoi les balbutiements du projet pour voir est-ce que ça a un bon sens, est-ce qu'on peut travailler en équipe. C'est la galère un peu de tous les développeurs, c'est d'arriver devant des restrictions, devant des noms, mais pas de solution. Puis c'est correct, l'urbaniste d'une ville n'a pas vraiment le droit de proposer une solution, de dire fais ça comme ça au lieu de même. Il faut que ce soit le développeur qui arrive avec une nouvelle solution, mais dans certains cas, il peut y avoir 7, 8 allers-retours. 10 allers-retours, ça beaucoup de perte de temps, hein? C'est ça, c'est dommage. Parce que le côté municipal ne peut probablement pas proposer des solutions. On peut travailler ensemble, j'imagine. Exactement. On peut s'asseoir ensemble puis se consulter. On l'a déjà un peu. Je ne dis pas qu'on ne l'a pas du tout, mais je pense que c'est la base, c'est vraiment l'amont. C'est l'amont, n'est-ce pas? Marc, parle-moi un peu plus de ton projet. Tu as rencontré combien? 46 participants jusqu'à maintenant? Dans mon Teams, oui, j'ai 46 personnes qui sont dedans. Inquiétez-vous pas, ce pas des gens qui travaillent dedans tous les jours, c'est juste moi qui publie, puis dans ce temps, je reçois des réponses. Et puis, ça me permet de partager des recherches, des choses comme ça à des gens qui m'en parlent 2-3 ans après, qui me disaient j'aurais peut-être une idée justement comme un système de gestion de la maintenance assisté par ordinateur pour tes immeubles. Fait que c'est un exemple. Fait que j'ai des articles de mon ami qui est là-dedans, qui va être bien content que je le plug, qui s'appelle Nicolas Delforge, qui est à son compte. Puis, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est ce que je fais. Je connecte les gens ensemble sur les meilleures pratiques. Le nom, le meilleur immeuble, c'est un think tank. Un think tank, c'est un outil de réflexion. Il n'y existera jamais, cet immeuble-là. C'est impossible. Il y a trop de caractéristiques éclectiques que ça ne sera pas rentable. T'sais. Fait que là, c'est toujours de trouver le juste milieu entre une rentabilité puis de quoi d'extravagant aussi. Fait que c'est un peu ça l'idée. Si on regarde le petit document que je t'ai partagé, tu as des espaces privés en haut, tu as des espaces partagés. Tu peux avoir des espaces partagés de coworking, mais aussi d'habitation ou d'atelier, ça peut aller même jusqu'à l'industriel, d'avoir des zones que, je sais pas, une personne, c'est comme l'histoire de les deux personnes veulent l'orange. Puis là, il faut se parler pour savoir quelle portion de l'orange on veut. Peut-être que toi, tu veux faire un jus d'orange, puis moi, je veux faire un zeste. Fait que la même orange peut servir aux deux personnes. Beaucoup de... On parle de la planète, on parle de l'environnement là-dedans. Là. C'est ça qui est intéressant. Puis pour les prochaines années, ça va être d'autant plus important parce que... Puis je trouve que où est le défi aussi, c'est quand on fait de la construction, les coûts sont très importants, mais en même temps, si on veut dessiner un beau tissu urbain, une belle ville, il faut quand même qu'il y ait un peu de créativité dans nos immeubles. Ouais. Comme tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de souhaits de conversion de bureaux en multilogement. Puis des fois, il y a des dépassements de coûts. C'est vraiment un défi, mais ça serait tellement extraordinaire s'il n'y avait pas tout ce qui est monétaire. Il y a tellement d'idées, mais elles ne sont pas toujours réalisables. Je sais que sur l'île des Sœurs, il y a un projet qui a été fait, entre autres. On me dit qu'on le referait. J'ai parlé avec les gens qui ont construit. Ils le referaient, mais c'est sûr qu'il y a peut-être quelques changements. Mais il y a vraiment... Oui, mais si on regarde... moi, ce que j'aime, c'est le beau. Ça peut être beau de faire de l'argent. Ça peut être beau aussi d'avoir un outil de travail comme celui-ci où est-ce que tout est partagé. Je donne quelques exemples. D'avoir une personne... Tu as une cuisine commune. Donc, la personne rentre, puis elle veut faire de la bouffe parce qu'elle aime faire de la bouffe. Bon, mais elle peut en faire pour 4 ou pour 6 au lieu d'en faire pour 2. Puis elle met ses 4 autres lasagnes en disponibilité. Puis ça fait des points. Donc, l'autre personne arrive, le résident, dit « Ah, j'ai le goût de manger de la lasagne. » Bon, mais parfait, je vais prendre ces deux-là. Puis je connais Mario qui vient de les faire. La dernière fois, il était vraiment bonne, ces lasagnes. Fait qu'il y a une relation humaine qui se crée. Puis ensuite, Henri a une tondeuse, ou peu importe, ou un barbecue au toit. Puis Mario, lui, il n'y a pas de barbecue au toit parce qu'il n'y a pas de terrasse au toit. Fait qu'Henri met en disponibilité sa terrasse au toit 2 fois par mois.
mais elle coûte des points. Mario, lui, a fait 50 points en vendant ses lasagnes, mais il a droit à une soirée sur la terrasse de barbecue de Henri. Mais c'est pas juste entre eux deux, c'est du troc. C'est vraiment un troc. Fait que tu as des espaces communs, une personne qui te dit « Moi, j'aime ça jardiner ». Tu t'occupes du jardin à l'extérieur de la bâtisse, ça fait des points, ça fait des heures de travail. Quelqu'un qui aime faire du lavage, qui aime coudre, qui aime peu importe quoi, c'est de mettre en disponibilité ses savoir-faire, de se rendre utile. Au plus beau de ça, c'est l'échange humain. Absolument. Puis à quel endroit as-tu vu ça? C'est au Japon. C'est ça que tu me dis. Hein? C'est au Japon. C'est le projet justement qu'on va mettre sur l'écran. OK. On va vous mettre du visuel, c'est extraordinaire. Parfait, ça. Côté industriel, on a parlé un peu de multilogement, densité, tout ça. Toi, ta spécialité en ce moment, depuis les dernières années, bien entendu, tu es urbaniste, tu as fait toutes sortes de développements, mais là, tu es dans l'industriel. Parle-nous de l'industriel. Comment tu vois ça dans les prochaines années? Ce que j'aime de l'industriel, c'est que je suis capable de mettre, organiser, je parlais comme les petits clous, là. Il y a beaucoup de répétitifs, on s'entend. Il y a des maintenances répétitives, il y a des situations d'entretien, de réparation qui reviennent. Fait que ça, c'est le fun. J'ai pu les mettre en ligne. Puis maintenant, mais je peux prendre le temps en plus de réfléchir sur un plan de 5 ans. Qu'est-ce qu'on va améliorer dans les immeubles, disons, parce que les aqueducs rouillent, les toits sont fatigués. Il y a plein de situations qu'on a besoin de planifier. Puis, ce qui est aussi de plus en vue, c'est d'avoir des trucs qui sont verts. Donc, d'avoir des toits verts avec une surface de 2,3 millions de pieds carrés. Il y a beaucoup d'opportunités à mettre des éléments qui sont intéressants de ce côté-là. Au niveau de la climatisation, le chauffage d'une bâtisse de 800 000 pieds carrés, ben, ça a un impact environnemental assez important. Fait que c'est ce que j'aime dans mon travail présentement. Dans les dernières, je dirais, 6 mois à 1 an, là, depuis que j'ai réussi à, je pense, avoir stabilisé quand même mon travail. Puis pour l'avenir, il y a quelques trucs que je vois qui sont plus standards. Donc, il y a beaucoup de participation des propriétaires à maintenir leurs locataires. On a eu une super 2022. Ça a monté de peut-être... On a des locataires qui, il y a 10 ans, étaient à 5 $ le pied carré. Puis là, présentement, en 2022, disons, ça a peut-être monté à 16 dans ce coin-là, puis peut-être même un peu plus pour certaines spécialités. Tu me disais pour un bâtiment de type qui n'est pas du A, là, qui était plus du B ou du C. Les bâtiments des années 70 en bloc de béton de 30 pieds de haut avec plusieurs loading docks, très standard. Là, tu sais. Une belle coquille. Incroyable l'augmentation due à la pandémie puis au manque d'espace. Puis là, on sent que ça se stabilise. Comme n'importe qui dans l'économie, on le voit bien qu'il y a des situations un peu plus difficiles. Donc, c'est là qu'on voit la différence entre un bon propriétaire qui s'occupe bien de ses locataires, qui prend le temps de les écouter, puis après ça, de mettre à sa disposition ce que la personne veut. Donc, dans un renouvellement, oui, on veut garder un taux très élevé parce que c'est la valeur de l'immeuble qui est reliée au taux. Absolument. Donc, un taux égale un immeuble qui vaut plus d'argent. Ça étant dit, les TI, c'est pas calculé là-dedans. Je veux dire, ça n'a pas d'impact qu'une personne mette 1 ou 10 $ en tenants improvements. Merci, parce que c'est pas technologie de l'information, juste pour nous. Exact. Donc, c'est quand un locataire renouvelle, le propriétaire va lui offrir certaines améliorations, que ce soit d'ajouter des docks ou de rénover quelque chose dans son bureau, disons, ou de mettre des nouvelles lumières. Ben, c'est là qu'il y a le nerf de la guerre. Puis, il y a beaucoup de propriétaires industriels qui n'ont pas nécessairement se sont trop leveraged, ils ont trop d'intérêt à payer avec l'augmentation des taux, qui ne sont pas nécessairement capables de mettre des sous de plus, parce que cet argent-là, il faut la sortir de ses poches. C'est des montants qui sont... C'est ça. Ça sort directement de la poche du propriétaire au moment où est-ce que c'est installé. C'est un peu ça que je vois dans le marché, c'est qu'il y a des propriétaires qui, de longue date de leur bâtiment, ont un très grand avantage parce qu'ils peuvent justement aller chercher des locataires en leur offrant plus de tenants improvement, d'amélioration locative. Okay. Puis dans les exemples que je vois aussi qui pourraient être intéressants dans les prochaines années, c'est du partage. Encore là. Donc, partage de quais niveleurs. Disons qu'il y en a un qui a besoin de 4 quais niveleurs pendant 2 jours par semaine, puis le reste de la semaine, il en a besoin juste de 1. Mais pourquoi pas partager ces-là aux voisins, faire une petite ouverture qui est sécurisée, puis utiliser ces 3 autres loading docks parce que l'autre est dans un rush. D'avoir certaines flexibilités entre les locataires, puis aussi le partage d'agents de sécurité, partage de techniciens, d'hommes de maintenance, de chariots élévateurs. Il y a plein de choses qu'on peut partager que j'arrive dans un entrepôt puis que ça dort dans le coin. Tu sais, c'est vrai. C'est comme un système de partage. Il y a plein de nouvelles plateformes maintenant qui mettent ça en valeur. Dans les prochaines années, ça va être de plus en plus important. Exact. Les coûts pour l'environnement, pour ces...
Je pense, Marc, qu'on pourrait parler pendant... Déjà, je pense qu'on s'est parlé plusieurs fois avant notre entrevue, puis on s'est dit qu'on pourrait continuer pendant 10 heures, mais y a-t-il un autre sujet que tu aimerais aborder avant de conclure cette belle entrevue? Je m'en fournais sur de quoi d'extravagant, comme je disais tantôt. Okay. J'aime bien ce mot-là. Vas-y. C'est l'immeuble, mon immeuble préféré présentement, qui est The Edge, à Amsterdam. Un immeuble magnifique, qui a gagné le meilleur immeuble en 2022 mondial. Si vous êtes intéressé par l'architecture ou le développement immobilier, parce que rendu là, c'est du développement. Là. C'est vraiment c'est 3 tours, comme vous allez voir sur l'écran. 3 tours avec un système, encore là, de gestion, comme je parlais tantôt, puis on appelle ça en anglais de la gamification. Donc, c'est un jeu. À l'entrée du bâtiment, on a un écran avec des scores de chacun des appartements. Donc, si une personne, il faut que la personne ouvre sa porte, parce qu'il y a des détecteurs partout, puis quand la personne passe sa carte pour rentrer dans l'immeuble, on sait combien de temps la personne est rentrée dans l'immeuble, on s'entend. Il faut que les personnes soient là au moins la moitié du mois pour rentrer dans le jeu. Puis dans le jeu, mais ça calcule combien d'énergie ils consomment, si ils font attention avec X, avec Y, avec l'eau, avec le chauffage, tout est là-dedans dans un ranking. Puis à la fin du mois, il y a des gagnants. Puis les gagnants, ils gagnent d'aller manger au restaurant du bâtiment, ou ils gagnent le barbecue qu'on parlait tantôt, pour une soirée ou peu importe. Fait que ça crée un intérêt. Puis là, les gens, ils compétitionnent. Puis il y en a qui mettent des nicknames. Puis là, à fin de compte, tu vois le nickname, tu dis, finalement, c'est mon voisin, lui. Fait que là, encore là, il y a de l'humain là-dedans. Je dis, le mois prochain, je vais t'avoir. Puis en plus, c'est gagnant pour l'environnement, c'est gagnant pour la communauté. Encore là. Ça, c'est le genre de projet que j'aimerais bien voir à Montréal. Moi aussi. En Amérique du Nord, mais à Montréal spécifiquement. On a des gens assez ouverts peut-être pour aller dans le... Est-ce que tu penses que ce projet-là est quelque chose qui, à la base, était quand même rentable? Ou oui, dès le départ? Ah, ça me Cohen Van Oostrom, le propriétaire de Edge, mais lui, il a développé sa technologie. Fait que Edge Tech, puis c'est le développeur et c'est l'entrepreneur en général. Il contrôle la verticalité du projet. Je pense que maintenant, au niveau développement immobilier, avec les amis avec qui ou les contacts que je parle, c'est très difficile les interactions entre le propriétaire, en fait, le financier, comme on parlait tantôt, le financier qui est le premier en haut, le développeur. Après ça, il y a les urbanismes, il y a toute la partie municipale, la conception du projet, l'entrepreneur général, puis après ça, on arrive avec l'humain en bas qui va aller habiter dans ce petit bâtiment-là. Puis toi, Marc, tu es la tête coordonnatrice et penseuse de... Mais je te vois comme un urbaniste à la base. C'est un chef d'orchestre, tiens. Oui, exact. Moi, ce que j'aime surtout, comme je disais, c'est de connecter les gens. Puis quand on arrive avec cette structure-là, ce que je remarque avec Cohen Van Oostrom, c'est que pourquoi il réussit aussi bien, c'est parce qu'il est intégré. Puis, beaucoup moins de stress à aller pousser un entrepreneur général que pour lui, il pense à ses dollars en partant. C'est un entrepreneur. Puis l'architecte, c'est la même chose. Fait que tout le monde pense à ses dollars en premier. Fait que quand il y a trop de gens qui pensent à leurs dollars, il y a la discorde. C'est ça. Marc, je vois ta montre. Je pense que tu avais une anecdote. Tu voulais me parler d'une anecdote au Cameroun ou au Sénégal? Oui, exact, c'est ça. Quand je fais une entrevue, j'essaie de la mettre, ça me rappelle d'où je viens. Puis j'ai passé quand même un projet qui était difficile au Cameroun, humain, de voir les gens souffrir, de voir les gens... Puis de me dire que peu importe la situation qu'il pourrait avoir dans la journée, je me dis, on est chanceux d'être né à Montréal. T'sais. Fait que c'est un peu pour ça que des fois on se met à stresser, à devenir anxieux, en se ramenant un peu à, je vais quand même souper à soir, c'est pas si pire. Là, t'sais. Tu l'as acheté là-bas ou tu l'as... Je l'ai eu en cadeau, d'un des collègues, un de mes collègues qui, c'est ça, qui a réussi à s'en sortir, qu'on pourrait dire. Hein? Fait que lui, il allait à l'école le matin dans l'université, il partait à 4 heures de chez eux, puis il arrivait devant les portes de l'école à 5 heures, en ligne, puis il fallait être tough, il fallait sortir les coudes pour réussir à rentrer dans la classe. Puis une fois sur deux, même à arriver à cette heure-là, il y avait d'autres gens qui avaient plus d'influence puis plus de contacts, qui avaient accès à la salle de cours, fait qu'ils devaient être dans le corridor, avec la porte ouverte, pour être en mesure d'écouter un peu ce qui se dit dans le cours, puis de prendre des notes. Oh, OK, puis, à ce point-là. Retranscrire un manuel, parce qu'il n'y a pas d'accès à des imprimantes haut de gamme. Fait que retranscrire le manuel pour après ça l'apprendre. OK, ouais. OK, c'est vraiment autre chose. Hein? OK. Ouais. Wow. Marc, merci de ta présence. Une belle entrevue. Merci. Puis au plaisir de te croiser dans les événements à Montréal et avec tous tes contacts, c'est sûr qu'on va se reparler bientôt. Certain. À bientôt, merci. Merci.